s'appelaient Paul, Mina, Claudine, Georges ou Rose. Ils étaient plus de 100. Ils venaient de l'Europe entière, de Belgique, d'Allemagne, de Pologne et d'ailleurs, mais certains étaient nés en France métropolitaine ou dans l'Algérie alors française. Ils avaient entre 4 et 17 ans, c'était des enfants qui furent accueillis entre le printemps 1943 et le printemps 1944 à la maison d'Isieux, alors appelée Colonie des enfants réfugiés de l'Hérault. Certains ne firent que passer quelques jours ou quelques semaines tout au plus, d'autres en revanche restèrent plusieurs mois. Tous étaient en danger à leur arrivée, car tous étaient juifs. Dans la France de Vichy, le gouvernement de l'époque menait une active politique antisémite depuis octobre 1940 et à partir du printemps 1942 collaborait avec l'occupant nazi à la solution finale, c'est-à-dire à la destruction des Juifs d'Europe pensée, organisée, perpétrée par le Troisième Reich. Pour une soixantaine d'enfants, la maison d'Isieux fut une étape essentielle dans leur long et difficile parcours de sauvetage. Mais pour 44 d'entre eux, et les 7 adultes les encadrant, une rafle brutale ordonnée par Klaus Barbie, l'un des responsables de la Gestapo pour la région lyonnaise, les arracha à cette maison le 6 avril 1944. Aucun ne revint de déportation, à l'exception d'une jeune éducatrice du nom de Léa Feldblum. Située sur les premières pentes du Bas-Bugey, au sud du département de l'Ain, la colonie est installée dans un hameau du village d'Isieux, avec le Rhône à ses pieds et les Alpes en toile de fond. Le lieu paraît suffisamment isolé et tranquille pour y faire venir en 1943 des enfants menacés. Il paraît également suffisamment agréable pour que des enfants séparés de leur famille, ayant parfois déjà été internés dans des camps, puissent s'y sentir le mieux possible. Il est surtout, au printemps 1943, situé dans la zone d'occupation italienne, alors zone refuge pour les populations juives, puisque les autorités militaires italiennes qui l'administrent n'y mènent pas de politique antisémite. À la mi-mai 1943, les premiers enfants, transférés depuis l'Hérault, s'y installent en toute légalité, la colonie ayant été autorisée à s'implanter dans le département de l'Ain par l'autorité préfectorale et avec l'aide du sous-préfet de Bollay, Pierre-Marcel Wilzer. Visiter cette maison, c'est entrer dans le lieu de vie des enfants à l'époque de la colonie. C'est évoquer les instants du quotidien sur la terrasse ou autour du bassin. C'est évoquer des instants apaisés, calmes, ou bien des moments festifs. C'est évoquer également des doutes ou espoirs, comme lorsque le facteur venait distribuer le courrier. Visiter cette maison, c'est partager les convictions et l'engagement d'un couple, fondateur et directeur de la colonie, Sabine et Miron Zlatin. Tous deux juifs originaires d'Europe de l'Est, naturalisés français en 1939, ils étaient très attachés aux valeurs républicaines. Dans une France de Vichy qui avait renié ces mêmes valeurs, les Zlatins s'attachèrent à les faire vivre pour sauver les enfants. Pourchassés par les nazis comme par le gouvernement français, ceux-ci étaient libres à la colonie. Discriminés par la loi, ils étaient égaux, dans un esprit fraternel, solidaire et laïque. Visiter cette maison, c'est encore entrer dans l'intime et l'imaginaire d'enfants qui se racontent au travers de lettres et de dessins. Chacun était venu avec ses histoires à partager. Ivan Tsaravitch arrivait d'Europe de l'Est. Cowboys et Indiens semblent surgir des livres et des films de l'époque. Dans leurs lettres, les enfants célébraient les anniversaires et l'amitié, rassuraient en évoquant cette nourriture qui ne manque pas. Ils disaient aussi l'espoir en des jours meilleurs à venir, tout en taisant les jours sombres d'hier. Ces lettres sont rédigées en français car il était évident pour les Zlatins que les enfants devaient avoir accès à l'instruction comme tout futur citoyen français. La colonie devait permettre aux jeunes étrangers de s'intégrer au mieux et devait donner à tous les meilleures chances de réussir après la guerre. C'est pourquoi, en octobre 1943, une jeune institutrice, Gabrielle Perrier, a été nommée à la colonie pour prendre en charge une classe unique, mixte, regroupant 5 niveaux.
Et entre les murs devenus vite étroits de cette pièce transformée en salle de classe, les petits réfugiés devenaient élèves. Visiter cette maison, c'est encore entrer dans un lieu qui porte la mémoire des enfants et des adultes raflés ici le 6 avril 1944 pour être déportés et assassinés parce qu'ils étaient juifs. Depuis l'ouverture de la maison au public en 1994, il n'y a pas eu de volonté de reconstituer les espaces intérieurs de la maison. Bien au contraire, les pièces non meublées évoquent l'absence des enfants, de ceux qui sont partis pour ne jamais revenir. Les deux salles des dortoirs présentent les photographies des 44 enfants, nous rappellent leurs noms, prénoms, date et lieu de naissance, date et lieu de décès. Elles redonnent toute leur humanité à ces enfants victimes d'un génocide par lequel les bourreaux ont voulu les retrancher de l'espèce humaine. Tout à la fois évocation du lieu de vie des enfants et lieu du souvenir, la maison s'adresse d'abord à l'émotion du visiteur. L'exposition permanente et son extension inaugurée en 2015 en est un complément indispensable en livrant aux visiteurs des clés de compréhension essentielles. Organisée autour de 3 grands thèmes, histoire, justice et mémoire, elle permet avant tout de replacer l'histoire de la colonie dans celle de la France de Vichy et de l'Europe occupée. Au gré des chapitres du premier thème, Pourquoi des enfants juifs à Isieux, se reconstitue l'ensemble du processus génocidaire alors à l'œuvre, des premières lois antisémites aux déportations et aux assassinats. Diverses actions furent entreprises dès l'automne 1940 pour venir en aide aux populations juives, puis à partir du printemps 1942 pour les sauver. À ce titre, la colonie d'Isieux fut une tentative de réponse à ce processus génocidaire. La muséographie fait la part belle aux documents et prend soin de toujours relier l'histoire générale au destin des familles des enfants d'Isieux. Bien plus, des tables numériques tactiles permettent de recréer dans toute leur diversité les parcours de plusieurs enfants et donnent accès à de nombreuses archives inédites. Le deuxième thème présente la lente formation d'une justice internationale à partir du procès de Nuremberg en 1945-1946 jusqu'aux travaux de l'actuelle Cour pénale internationale. L'histoire de la rafle des enfants d'Isieux est liée à l'élaboration du crime contre l'humanité dans le droit pénal. Au tribunal militaire international de Nuremberg, la délégation française, qui devait présenter des preuves pour l'accusation, produisit le telex par lequel Klaus Barbie avait froidement rendu compte à ses supérieurs de l'arrestation de la colonie. Ce même document joua encore un rôle central 41 ans plus tard lors du procès aux assises à Lyon de Klaus Barbie afin de le condamner à la réclusion à vie pour crime contre l'humanité. Les visiteurs peuvent visionner plusieurs extraits de ce procès et prendre conscience de son impact. Une dernière salle est consacrée aux crimes contre l'humanité et au génocide commis depuis 1945, ainsi qu'à la justice internationale contemporaine et à la lutte contre l'impunité. Une application numérique récente permet même de suivre en direct les travaux de la Cour pénale internationale de La Haye. Cette ouverture est essentielle au mémorial. Sans diluer l'histoire des enfants de la colonie, sans nier la spécificité de la Shoah, l'exposition permet à chacun d'élargir son regard et d'approfondir sa réflexion. Le troisième thème présente le rôle des militants de la mémoire, et en premier lieu celui des époux Klarsfeld, pour que Barbie soit ramené en France pour y être jugé. Il présente également la volonté sans faille de Sabine Zlatin, qui a échappé à la rafle, pour que les enfants ne soient pas oubliés. Ces deux engagements permettent de comprendre comment le mémorial finit par voir le jour et ouvrir ses portes au public 50 ans après la rafle. Aux différentes couches mémorielles propres à l'histoire d'Isieux répondent les longues étapes de la construction d'une mémoire de la Shoah au niveau national, une mémoire apaisée mais pas pour autant figée. À la fin du parcours de visite, les portraits des enfants et des adultes raflés à Isieux et réalisés par l'artiste allemand Winfried Weith sont exposés. Interprétation sensible des photographies présentées dans la maison, ces œuvres témoignent de l'indispensable travail de mémoire en évolution constante, mené conjointement par l'équipe du mémorial, les témoins, les scientifiques, les artistes et surtout avec l'aide de tous les visiteurs. En écho à l'engagement des Zlatins auprès des enfants de la colonie, la Maison d'Isieux est aujourd'hui un mémorial laïque, porteur des valeurs de la République, un lieu de vie, de fraternité et d'éducation pour tous.